À chaque fois, l'histoire commence de la même façon. Un homme arrive à la tête d'un club avec un projet ambitieux, presque révolutionnaire. Il promet un avenir radieux, une nouvelle ère, et il séduit instantanément par son discours et son assurance. Mais quelques années plus tard, la réalité est tout autre. Les dettes explosent, les joueurs ne sont plus payés, et parfois même, le club disparaît totalement du paysage professionnel. Une erreur comme celle-là peut arriver une fois, mais quand le même scénario se répète 4 ou 5 fois, alors on est obligé de se poser des questions. Qui est vraiment cet homme? Comment réussit-il encore et encore à convaincre dirigeants, investisseurs et supporters de lui accorder une confiance aveugle? Et surtout, comment expliquer que partout où il passe, il laisse derrière lui un champ de ruines? C'est ce qu'on va voir ensemble, en parlant d'un homme, Gérard Lopez. Né au Luxembourg en 1971, d'une famille d'origine espagnole, il grandit dans un pays où la finance et l'investissement sont partout. Très vite, il comprend qu'il veut se lancer dans les affaires et ne pas se contenter d'un parcours classique. Au début des années 2000, il fonde Mangrove Capital, un fonds d'investissement basé au Luxembourg, et c'est là qu'il va réaliser le coup de sa vie. En 2003, Mangrove investit dans une petite start-up alors méconnue, Skype. À l'époque, personne n'imagine l'importance que ça prendra, mais Gérard Lopez, lui, y croit. Quelques années plus tard, Skype est racheté par eBay, puis par Microsoft pour plus de 8 milliards de dollars. Résultat, Lopez encaisse une fortune colossale. À même pas 35 ans, il est déjà multimillionnaire. Cette réussite lui colle une étiquette flatteuse, celle d'un jeune prodige de la finance luxembourgeoise, d'un businessman visionnaire, capable de flairer les bons coups avant tout le monde. Avec cette fortune, Gérard Lopez diversifie ses activités. Il investit dans plusieurs sociétés, multiplie les projets et surtout, il commence à se rapprocher de l'univers du sport. Parce que Gérard Lopez n'est pas qu'un financier, il est aussi un passionné de sport automobile. En 2009, il va faire une entrée remarquée dans ce monde très fermé en rachetant l'écurie de Formule 1 Renault, secouée par un scandale de triche et en grande difficulté financière. Lopez rebaptise l'équipe Lotus F1 Team, avec la promesse de relancer la machine. Au début, le coup médiatique fonctionne. Il réussit à attirer des pilotes de renom, comme le champion du monde 2007 Kimi Räikkönen, ou encore le français Romain Grosjean. Les caméras se braquent sur lui, la communication était parfaite. Gérard Lopez apparaît comme le sauveur d'une écurie en crise. Mais derrière l'image, la réalité est tout autre. La gestion financière est catastrophique. Les dettes s'accumulent à une vitesse folle, plus de 120 millions d'euros selon les estimations. Les pilotes et les mécaniciens ne sont plus payés. Les fournisseurs attendent leur argent. Et petit à petit, l'écurie s'enfonce. En 2015, la sanction tombe. Lopez est contraint de revendre Lotus pour un euro symbolique à Renault. Un véritable fiasco économique, mais aussi un premier signal d'alerte sur sa manière de gérer. Et pourtant, cet échec ne met pas fin à ses ambitions, bien au contraire. Car Gérard Lopez comprend qu'il existe un univers encore plus médiatique, encore plus passionnel que la Formule 1, le football. Et c'est dans ce sport, suivi par des millions de supporters, qu'il va bâtir sa réputation controversée. En 2016, il s'intéresse sérieusement à l'Olympique de Marseille, alors en vente. Mais l'opération se révèle trop complexe. Et finalement, c'est Franck McCourt qui rachètera le club. Mais Lopez n'abandonne pas son idée de prendre pied dans le football français. Quelques mois plus tard, son regard se tourne vers le LOSC, un club historique, champion de France en 2011, mais en difficulté dans cette période. En janvier 2017, l'affaire est conclue. Gérard Lopez rachète le LOSC. Dès son arrivée, il met en place un projet présenté comme ambitieux et novateur. Un projet basé sur une idée simple, le trading de joueurs. Acheter jeunes, développer les talents et les revendre très cher quelques saisons plus tard. Pour donner du crédit à ce plan, Lopez s'entoure de deux hommes forts. Luis Campos, considéré comme l'un des meilleurs recruteurs du monde, et Marcelo Bielsa, l'entraîneur argentin adulé mondialement pour sa philosophie de jeu. Médiatiquement, c'est un coup énorme. Lille se retrouve sous les projecteurs. Les supporters espèrent que le club va se transformer en machine à découvrir des pépites et à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Mais la réalité va rapidement se heurter aux promesses. La première saison est un cauchemar. Bielsa est limogé dès décembre, et le LOSC termine la saison à une périlleuse 17e place, tout près de la relégation. Malgré ce début catastrophique, Gérard Lopez maintient le cap. Il garde Luis Campos et continue d'investir massivement dans des jeunes joueurs. Et c'est là que le modèle du trading commence à prendre forme. Entre 2017 et 2020, Lille dépense près de 260 millions d'euros en transferts. Mais en parallèle, le club revend pour environ 380 millions d'euros. Sur le papier, ça ressemble à une réussite. Sauf que les chiffres sont beaucoup plus complexes qu'ils n'y paraissent. Car une grande partie de cet argent ne reste pas dans les caisses du club. Le meilleur exemple, c'est le transfert de Victor Osimhen à Naples, annoncé à près de 80 millions d'euros, mais qui, après toutes les commissions et montages financiers, ne rapporte que 7 millions d'euros nets au LOSC. En coulisses, les dettes explosent. Lopez a racheté Lille via un LBO. Concrètement, ce sont les emprunts qui permettent de faire tourner le club, et en cas de difficulté, les finances s'effondrent vite. Dès 2018, la DNCG, le gendarme financier du football français, menace de reléguer Lille en Ligue 2 à titre conservatoire. Le club n'est sauvé que grâce à un prêt massif de 140 millions d'euros accordé par le fonds américain Elliott Management. Mais ce prêt vient avec un coût énorme, des intérêts colossaux et une pression financière permanente. En façade, les résultats sportifs finissent par s'améliorer, grâce au talent repéré par Luis Campos. Lille retrouve le haut du tableau et se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais derrière les victoires, la situation financière reste fragile, presque intenable. En décembre 2020, Elliott Management estime que Lopez est incapable de rembourser ses emprunts. Résultat,
Gérard Lopez est évincé de la présidence du LOSC. Il laisse derrière lui un club avec plus de 225 millions d'euros de dettes. Un scénario qui, rétrospectivement, ressemble déjà à son aventure en Formule 1, arriver en sauveur, séduire avec un projet ambitieux, attirer les caméras, puis repartir en laissant une montagne de dettes. Et pourtant, au moment de quitter l'île, Gérard Lopez ne ralentit pas. Au contraire, en 2020, il se lance dans 2 nouveaux projets, en Belgique et au Portugal. Cette année-là, il rachète coup sur coup 2 clubs européens, le Royal Excel Mouscron en Belgique et le Boavista FC, dont il acquiert 50% des parts. Comme à chaque fois, il se présente en sauveur avec un projet ambitieux et un discours séduisant. Mais très vite, les mêmes mécaniques apparaissent. Situé à la frontière française, Mouscron est un petit club belge, connu pour son instabilité chronique et ses difficultés financières. Gérard Lopez l'avait racheté quelques mois avant la fin de son aventure au LOSC avec une idée claire, en faire un club satellite des Lillois. Le projet paraît cohérent. Des jeunes joueurs lillois sont envoyés en Belgique pour s'aguerrir. Lopez promet un financement annuel de plusieurs millions d'euros, et il assure que Mouscron va enfin retrouver une stabilité durable. Sur le papier, tout est en place pour que le club devienne un tremplin pour les talents, mais la réalité est tout autre. Quelques mois seulement après l'arrivée de Lopez, tout s'effondre. Les résultats sportifs sont catastrophiques. Relégué en 2e division dès 2021, le club sombre. En coulisses, les salaires ne sont plus payés, les dettes s'accumulent. À l'automne 2021, les joueurs menacent même de se mettre en grève. En mai 2022, après un siècle d'existence, Mouscron est déclaré en faillite et disparaît du football professionnel. La même année, Lopez s'offre 50% du Boavista FC, 3e club historique de Porto, champion du Portugal en 2001. Comme à son habitude, il annonce un projet ambitieux, redonner au club sa compétitivité, viser l'Europe, s'appuyer sur la data et le trading de joueurs. Au départ, le plan séduit. Plusieurs joueurs venus de Lille rejoignent l'effectif portugais. L'ambition est claire, recréer le modèle du LOSC mais à l'échelle de Boavista. Sauf que très vite, les limites apparaissent. Les dettes s'accumulent, les salaires ne sont plus versés régulièrement. La FIFA sanctionne le club d'une interdiction de recruter, à cause de transferts impayés. Même les joueurs libres ne peuvent pas être enregistrés. En 2023, la situation devient explosive. Certains joueurs, impayés depuis plusieurs mois, décident de porter plainte. Des agents réclament leur commission, des conseillers menacent le club. La crise est totale. En 2024, Boavista est placé sous procédure spéciale, une sorte de plan de survie pour éviter la faillite. Mais rien n'y fait. En juillet 2025, coup de tonnerre. Boavista est relégué administrativement en 5e division portugaise au niveau amateur. Une humiliation historique pour un club qui, 20 ans plus tôt, jouait la Ligue des Champions. Et pour ne rien arranger, le club est perquisitionné dans une affaire de fraude fiscale et blanchiment d'argent. Une nouvelle fois, le passage de Gérard Lopez se termine dans le chaos. En l'espace de 2 ans, Gérard Lopez aura donc ajouté 2 nouvelles victimes à son tableau de chasse. Un club belge centenaire rayé de la carte, et un club portugais historique plongé dans l'amateurisme. Mais malgré ce double fiasco, Lopez ne ralentit pas. Dès 2021, il met la main sur l'un des monuments du football français, les Girondins de Bordeaux. Le club traverse déjà une période difficile, abandonné par son actionnaire King Street, et menacé d'une relégation administrative par la DNCG. Lopez se présente alors comme un sauveur. Devant les supporters et les médias, il promet un projet ambitieux, stabiliser les finances, ramener de la compétitivité, et replacer rapidement Bordeaux en haut du tableau de la Ligue 1. Mais très vite, le scénario habituel prend forme. Dès son arrivée, Lopez remanie la direction sportive. Le mercato est limité, composé principalement de joueurs prêtés ou libres. Sportivement, c'est un désastre. La saison 2021-2022 est l'une des pires de l'histoire du club. Seulement 6 victoires en 38 journées. 91 buts encaissés. Et une dernière place en Ligue 1. Bordeaux est relégué en Ligue 2. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. L'été 2022, la DNCG prononce une rétrogradation en national à cause de finances jugées trop fragiles. Lopez fait appel, promet des efforts. Abandon d'une partie de la dette, vente de joueurs, encadrement strict de la masse salariale. Finalement, Bordeaux obtient le droit de jouer en Ligue 2, mais sous étroite surveillance. La saison suivante, le club vise la remontée immédiate. Bordeaux lutte en haut de tableau, mais une fin de saison chaotique ruine tout. Un envahissement de terrain par un supporter lors du dernier match contre Rodez entraîne une défaite sur tapis vert, et la montée échappe au club. En coulisses, la situation financière reste très fragile. Le club doit vendre ses meilleurs jeunes pour équilibrer ses comptes, et dépend presque entièrement de l'argent avancé par Gérard Lopez. En 2023-2024, les résultats sportifs s'effondrent encore. Le club végète dans le bas du classement de Ligue 2. Mais surtout, les finances plongent. La masse salariale reste trop élevée, les dettes s'accumulent, et Bordeaux n'arrive pas à attirer de nouveaux investisseurs. L'été 2024, la DNCG sanctionne lourdement. Perte du statut professionnel, détenu depuis 87 ans, fermeture du centre de formation, licenciement de 86 salariés du club. Puis, ultime coup dur. Bordeaux est relégué administrativement en National 2, soit le 4e niveau du football français. Une descente aux enfers historique pour l'un des clubs les plus emblématiques du pays. En 3 ans seulement, Gérard Lopez aura donc mené Bordeaux de la Ligue 1 à la 4e division, un scénario qui, une fois de plus, rappelle ce qui s'était déjà produit à Lille, Mouscron et Boavista. Aujourd'hui encore,
Gérard Lopez reste à la tête des Girondins. Malgré les échecs sportifs et financiers, il a réussi à conserver la main grâce à un plan polémique validé par le tribunal de commerce. D'après plusieurs enquêtes, Bordeaux aurait bénéficié de près de 40 millions d'euros d'aides publiques et de facilités accordées. Mais ce qui choque le plus, c'est la répartition des dettes. Des créanciers locaux, petites entreprises, fournisseurs, clubs français qui attendaient des paiements, ont parfois dû se contenter de seulement 10 à 20% de ce qui leur était dû. Pendant ce temps, certains fonds étrangers liés à l'écosystème Lopez ont été remboursés en priorité. Pour beaucoup, c'est un scandale, car l'argent public et les efforts consentis localement ont surtout servi à protéger le dirigeant et ses partenaires financiers, plus qu'à sauver réellement le club. Au final, l'histoire se répète toujours avec Gérard Lopez. Il arrive en sauveur, avec des promesses ambitieuses et une image moderne. Mais derrière, ce sont souvent les mêmes conséquences. Des dettes qui explosent, des clubs en crise, et des supporters qui assistent impuissants à la chute de leur institution. Lotus en Formule 1, Lille, Mouscron, Boavista, Bordeaux, 5 expériences, et à chaque fois le même scénario. Alors une question reste. Comment un homme peut-il réussir à convaincre encore et encore malgré un tel passif? Est-ce du talent, du culot, ou simplement un système qui ferme les yeux? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour être au courant des dernières vidéos sur l'envers du foot. Je te dis à bientôt. Ciao.